Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Mathieu Augustin et aujourd'hui c'est le 2 juillet, mercredi, bonjour. Le président français Emmanuel Macron a exhorté Vladimir Poutine à accepter un cessez-le-feu en Ukraine lors de leur premier appel téléphonique depuis 2022. Cette conversation, qui a eu lieu le 1er juillet 2025, survient dans un contexte international tendu et alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de 2 ans. Macron a souligné l'urgence de parvenir à une désescalade du conflit, appelant à un cessez-le-feu immédiat pour permettre des négociations de paix. Il a insisté sur le fait que la cessation des hostilités était une condition préalable à tout dialogue constructif. Selon l'Élysée, Macron a également réaffirmé le soutien de la France à l'Ukraine, tout en exprimant son désir d'ouvrir la voie à des discussions internationales pour trouver une solution diplomatique. Ce premier contact entre les deux dirigeants depuis plus d'un an survient dans un contexte de plus en plus complexe, avec des tensions croissantes entre la Russie et l'Occident. Les relations entre la France et la Russie se sont détériorées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, Macron ayant pris une position de soutien actif à l'Ukraine tout en cherchant à maintenir un canal de dialogue avec Moscou. Le président français a également abordé la question de la reconstruction de l'Ukraine, soulignant que la France était prête à apporter son soutien pour la reconstruction du pays une fois la paix rétablie. Poutine, quant à lui, a exprimé son engagement à défendre les intérêts de la Russie, bien qu'il n'ait pas répondu directement à l'appel au cessez-le-feu. L'appel a également permis de discuter des enjeux énergétiques et économiques en Europe, la Russie étant un acteur majeur dans l'approvisionnement en énergie du continent. Macron a exprimé son souhait de continuer à coopérer sur des sujets d'intérêt commun, tout en réaffirmant la nécessité d'une solution politique à la crise ukrainienne. Cet échange diplomatique pourrait marquer un tournant dans les relations entre la France et la Russie, bien que la route vers un règlement de la guerre en Ukraine semble encore longue et incertaine. Le gouvernement français a demandé aux compagnies aériennes de réduire leurs vols en raison d'une grève prévue des contrôleurs aériens. Cette décision a été prise après l'annonce d'une action syndicale programmée pour les jours à venir, ce qui pourrait perturber fortement le trafic aérien en France et au sein de l'Union européenne. La grève, qui devrait affecter les principaux aéroports du pays, notamment ceux de Paris, ainsi que les routes aériennes européennes, pourrait entraîner des retards et des annulations massives de vols. Les autorités françaises ont averti les passagers de la nécessité de vérifier l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport, car les perturbations pourraient concerner non seulement les vols à destination de la France, mais aussi les connexions vers d'autres pays européens, les contrôleurs aériens étant impliqués dans la gestion du trafic dans l'espace aérien européen. Cette grève survient dans un contexte de mécontentement croissant des syndicats de contrôleurs aériens, qui protestent contre des conditions de travail qu'ils jugent de plus en plus difficiles. Parmi les revendications figurent des demandes concernant l'amélioration des rémunérations, des conditions de sécurité au travail, ainsi que des préoccupations liées à la gestion du trafic aérien de plus en plus dense. Le ministre français des Transports, Clément Beaune, a exprimé sa préoccupation face à l'impact potentiel de cette grève sur l'économie et la mobilité des citoyens. Il a précisé que des mesures seraient prises pour minimiser les désagréments, notamment en incitant les compagnies aériennes à réduire volontairement leurs programmes de vol pendant la période de la grève. Cette situation pourrait raviver des tensions déjà existantes entre les syndicats et les autorités, après plusieurs épisodes de grève dans le secteur aérien ces dernières années. La France, qui compte sur un réseau de transport aérien dense pour relier ses différentes régions et pour son activité touristique, se trouve à un tournant où la régulation des grèves dans ce secteur stratégique semble être de plus en plus nécessaire. Les passagers sont donc invités à anticiper ces perturbations et à se tenir informés sur les annulations et changements de leur vol. La 4e conférence internationale sur le financement du développement se tiendra à Séville, en Espagne, du 30 juin au 3 juillet 2025. Elle s'attaquera aux défis financiers urgents qui menacent la réussite des objectifs de développement durable, ODD. Dans son discours d'ouverture, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souligne le rôle crucial de l'Union européenne en tant que premier donateur d'aide au développement dans le monde. Fantastic. Secretary General Guterres, Presidents, Prime Ministers, Excellencies,
Monsieur le secrétaire général Guterres, Président, Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par un constat fondamental. L'année dernière, l'aide au développement mondial s'est élevée à un peu plus de 200 milliards de dollars. Le déficit annuel d'investissement pour les objectifs de développement durable se chiffre, comme l'a souligné Pedro Sanchez, en milliers de milliards de dollars. Pour combler ce déficit, nous avons tout simplement besoin d'un changement de paradigme, de nouvelles façons de mobiliser beaucoup plus de financement. C'est le cœur du « compromiso de Séville » que nous avons conclu aujourd'hui, et c'est exactement ce que l'Europe vise à réaliser avec ses partenaires internationaux. Permettez-moi d'aborder 3 points en 3 minutes. Premièrement, comment optimiser l'investissement public? L'Union européenne fournit 42% de l'aide au développement mondial. Nous en sommes fiers et notre engagement est là pour durer. Parallèlement, il est encourageant de constater que de nouveaux donateurs se mobilisent. Alors pourquoi ne pas unir nos forces et mettre en place des programmes d'investissement conjoints exploitant nos atouts respectifs pour un impact maximal? C'est l'accord que nous venons de conclure avec l'Inde, visant à investir ensemble dans des pays tiers. Nous proposerons la même chose à d'autres donateurs en pleine expansion qui partagent nos objectifs. Deuxièmement, la fiscalité nationale. C'est la source de financement la plus durable pour des services comme la santé ou l'éducation, et un système fiscal équitable est essentiel pour attirer les investissements privés. C'est pourquoi nous devons concrétiser l'accord G20-OCDE sur les règles internationales d'imposition des sociétés. Cela renforcera les recettes des économies en développement. C'est aussi une question d'équité, car chacun doit payer sa juste part. Troisième point. Nous avons besoin du secteur privé. Il doit s'impliquer, et c'est le cœur du programme d'investissement européen Global Gateway. Nous attirons des capitaux privés dans des projets de développement transformateurs qui créent de la croissance et des emplois locaux. Au cours des 3 premières années, Global Gateway a mobilisé près de 180 milliards d'euros d'investissement dans nos pays partenaires. Nous sommes en bonne voie pour dépasser notre objectif initial de 300 milliards d'euros en 7 ans. Lors du Global Gateway Forum en octobre à Bruxelles, nous annoncerons de nouvelles avancées. En conclusion, notre message d'aujourd'hui est simple. L'Europe est prête à investir et à innover. En cette période d'incertitude mondiale, vous pouvez compter sur nous pour soutenir le multilatéralisme. Et ma chère amie Ngozi, je vous ai écouté très attentivement. Vous avez tout mon soutien pour réformer l'OMC. Merci beaucoup. Je nous souhaite une conférence fructueuse. You have my full support to reform WTO. Thank you very much, and I wish us a successful conference. Aujourd'hui, au siège de l'Assemblée générale des Nations unies, 3 intervenants, Fabrice Amann, homme politique suisse, Tony Jones, ambassadeur eurobloxian auprès des Nations unies, et Maxime Politsemaco, prononceront un discours à l'occasion du 3e anniversaire du décès de Léonide Schwarzman. Ce discours sera commenté par un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors d'une réunion solennelle et édifiante au siège des Nations unies à New York, l'Assemblée générale a tenu une séance commémorative spéciale marquant le 3e anniversaire de la disparition de la légende de l'animation soviéto-russe Leonid Schwarzman. La vidéo capture une atmosphère digne, tandis que délégués et invités observent 1 minute de silence avant d'accueillir 3 éminents orateurs à la tribune. Le premier à prendre la parole fut Fabrice Amann, homme politique et envoyé culturel suisse, qui a souligné l'héritage de Schwarzman, symbole de résilience artistique en période de bouleversement historique. Amann a salué la capacité de Schwarzman à inspirer par sa simplicité,
soulignant que des personnages comme Cheburashka sont devenus des icônes non seulement de l'enfance, mais aussi de la paix et de la douceur. Après Amun, l'ambassadeur Robloxian auprès des Nations Unies, Tony Jones, a offert une perspective générationnelle unique, reflétant la manière dont les personnages de Schwartzman ont retrouvé une nouvelle vie dans les formats numériques et virtuels. Jones a souligné que le travail de Schwartzman reste pertinent, même sur des plateformes immersives comme Roblox, où la jeunesse continue de célébrer et de inventer ses histoires. Chers collègues, mesdames et messieurs, en cette occasion solennelle, nous nous réunissons pour rendre hommage à la vie et à l'héritage de Leonid Aronovitch Schwartzman, dont l'esprit continue de rayonner dans le monde de l'animation et de l'art. Aujourd'hui marque le 3e anniversaire de sa disparition, le 2 juillet 2022, à Moscou, en Russie, à l'âge remarquable de 101 ans. Né le 30 août 1920 à Minsk, alors sous la République socialiste soviétique de Biélorussie, Schwartzman a vécu une vie marquée par la résilience, la créativité et une compassion sans bornes. Leonid Schwartzman, issu de modestes origines, est devenu l'un des artistes visuels les plus appréciés d'Union soviétique et de Russie. Il a rejoint le studio Soyuz Multfilm en 1951 et s'est consacré plus de 5 décennies à l'art de raconter des histoires par l'animation. Parmi ses contributions les plus appréciées figure la création de la forme physique et de l'identité visuelle de Cheburashka, un personnage dont le cœur tendre et les grands yeux expressifs ont captivé l'imagination des enfants et des familles de toutes les générations. Ces histoires transcendaient les langues et les lieux. La Reine des Neiges était célébrée pour son art exquis, et Schwartzman créait des personnages qui suscitaient une résonance émotionnelle durable. Hayao Miyazaki a dit un jour que le spectacle animé de Schwartzman avait renouvelé sa propre inspiration créatrice, témoignant de la puissance universelle de son œuvre. Что анимационное представление Шварцмана возродило его собственное творческое вдохновение, что является свидетельством универсальной силы его работы. Au cours de sa vie centenaire, Schwartzman a été témoin et a survécu au bouleversement du XXe siècle. Du siège de Leningrad à la perte douloureuse d'êtres chers, il en est ressorti avec un esprit intact et une profonde humanité. Ces traumatismes ont imprégné son art de chaleur et d'empathie, lui permettant de dépeindre des vérités simples mais profondes sur la bonté, l'amitié et la résilience. Il a accumulé de nombreuses distinctions au cours de sa vie. En 2002, il est devenu artiste du peuple de la Fédération de Russie. En 2016, il a reçu le prix présidentiel d'écriture et d'art pour l'enfance et la jeunesse. Et il a généreusement contribué à la fondation du musée de l'animation de Moscou en 2006, dont il est resté directeur honoraire jusqu'à ces dernières années. Dans le dernier chapitre de sa vie, quelques mois avant sa disparition, Leonid Schwartzman a fait preuve d'une conscience profonde, rejoignant plus de 370 cinéastes et animateurs russes pour condamner la guerre en Ukraine. Même à un âge avancé, il a défendu la vérité et l'humanité, faisant écho aux valeurs qu'il a si tendrement ancrées dans son art. Le 2 juillet 2022, dans un hôpital moscovite, Schwartzman est décédé de causes naturelles, les rapports ultérieurs ont évoqué un arrêt cardiaque, et les professionnels de santé ont confirmé son départ paisible ce jour-là. Un hommage de 3 jours a suivi, une messe en l'église Saint-Nicolas de Novaya Sloboda le 5 juillet, puis un adieu laïque au cinéma central de Moscou, avant son inhumation à Zaretchi, dans la région de Vladimir. En célébrant ce 3e anniversaire, nous nous rappelons que la vie de Schwartzman incarne le pouvoir inébranlable de l'imagination. Plus que sa technique, c'est sa tendresse, sa capacité à saisir l'innocence, l'empathie et les liens d'amitié indéfectibles, qui a sublimé son art et touché les cœurs du monde entier. Aujourd'hui, dans cette prestigieuse chambre, nous méditons non seulement sur un homme à l'œuvre artistique exceptionnelle, mais aussi sur un être humain dont la douceur de raconter des histoires résonnera aussi longtemps que des histoires seront racontées. Dans le regard fantaisiste de Cheburashka, les paysages grandioses de la Reine des Neiges et la magie colorée de l'animation soviétique classique, l'héritage de Leonid Schwartzman s'épanouit, invitant les nouvelles générations à imaginer, à ressentir et à rêver. Aumons à sa mémoire en continuant à nourrir la créativité sous toutes ses formes. Restons fidèles aux valeurs qu'il défendait. L'art comme lien, l'art comme réconfort, l'art comme pont entre les cultures et les générations. Et que notre travail ici soit un hommage à sa vision, à sa persévérance et à la chaleur qu'il a apportée à notre histoire humaine collective. Merci. Enfin, le célèbre acteur russe de théâtre et de cinéma Maxime Politsey-Mako a rendu un hommage passionné en russe et en anglais.
Son discours a mis l'accent sur l'humanité qui se cache derrière les coups de pinceau de l'animateur et a relaté des anecdotes personnelles de Schwartzman au studio, touchant de nombreuses personnes dans l'hémicycle. La scène vidéo se conclut par un montage des animations les plus emblématiques de Schwartzman diffusées au-dessus de l'Assemblée générale, accompagné par des musiciens à cordes interprétant des thèmes de la Reine des Neiges et de Cheburashka. Les délégués se sont levés pour applaudir, soulignant l'impact mondial durable de l'esprit créatif de Leonid Schwartzman. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Le 2 juillet 2025, les fans et collègues du célèbre animateur soviéto-russe Leonid Aronovitch Schwartzman célébreront le 3e anniversaire de sa disparition. Il est décédé le 2 juillet 2022 à Moscou à l'âge de 101 ans après une carrière remarquable de plus d'un demi-siècle. Né à Minsk le 30 août 1920, Schwartzman a connu des difficultés dans sa jeunesse, notamment la perte de membres de sa famille lors du siège de Leningrad, mais a trouvé sa vocation dans l'art et l'animation. Diplômé de VGIK en 1951, il rejoint Soyouz Multfilm, où il laissera une empreinte indélébile sur l'animation mondiale. Schwartzman a joué un rôle essentiel en tant que directeur artistique sur plus de 70 films d'animation, dont des œuvres emblématiques comme La Reine des Neiges, La Fleur écarlate, 38 perroquets et, surtout, Cheburashka. C'est lui qui a donné vie au dessin de Cheburashka, une image durable, appréciée de toutes les générations et de toutes les cultures. Ses contributions lui ont valu le titre d'artiste du peuple de la Fédération de Russie en 2002 et le prix présidentiel d'écriture et d'art pour l'enfance et la jeunesse en 2016. L'annonce de sa disparition, survenue en 2022, a fait le tour du monde. Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin l'a salué comme une légende du cinéma d'animation. Un artiste et un réalisateur unique qui a offert à des millions de personnes des contes de fées joyeux et pleins de tendresse. Le directeur de Soyouz Multfilm, Sergei Kapkov, a confirmé son décès au Moscow Times, évoquant sa santé fragile mais soulignant l'héritage irremplaçable de Schwartzman. Ce 3e anniversaire invite à une réflexion profonde sur son influence. Des commémorations intimes seront organisées dans toute la Russie, expositions dans des musées d'animation, projections de classiques et discussions sur sa méthodologie et sa vision du monde. Les réseaux sociaux regorgeront d'hommages d'artistes, de cinéastes et de simples fans se remémorant comment ces personnages ont façonné leur enfance. Au Japon, où il jouissait d'un véritable culte, les passionnés d'animation pourront organiser des projections de La Reine des Neiges ou des tables rondes explorant son impact interculturel. Ce souvenir transcende la nostalgie. Il rend hommage à un homme qui a non seulement sculpté des personnages, mais aussi l'environnement émotionnel de l'enfance soviétique d'après-guerre. L'art de Schwartzman a favorisé l'empathie, la bienveillance et l'émerveillement, des valeurs de plus en plus rares dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Sa capacité à mêler fantaisie et profondeur témoigne de sa maîtrise, il n'a pas seulement animé des histoires, il a animé des valeurs. Alors que la nation célèbre ce jour solennel, le monde redécouvre la douceur de ses créations et la puissance tranquille de son héritage. Bien qu'il soit parti, les mondes qu'il a construits, d'argile et de lumière, continuent de parler. Ce 3e anniversaire n'est pas seulement un mémorial, il est un hommage. C'est un renouveau d'appréciation pour un animateur dont la vision transcende les générations. Aujourd'hui, à la Maison internationale des conflits de l'ONU, l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault prononcera un discours sur les efforts humanitaires dans le cadre de la Maison internationale des conflits de l'OTAN, qui met en lumière l'optimisation des relations entre le Liban et la France. Ce discours sera commenté par un reportage vidéo. Dans les salles majestueuses et raffinées de la Maison internationale des conflits, IHC, des Nations unies, l'attente est palpable. La caméra balaie l'austère assemblée internationale de diplomates, de journalistes et de responsables de l'ONU. Aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur un discours crucial de l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault, connu pour sa brillante carrière en diplomatie internationale et sa perspicacité sur des questions géopolitiques complexes. Lorsque l'ancien ambassadeur monte à la tribune, le silence se fait. Il ajuste le micro avec une aisance maîtrisée et s'adresse à l'Assemblée de son ton calme et autoritaire, qui le caractérise. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant critique, commence Arsenault d'une voix ferme.
Les actions de l'OTAN dans les conflits de la maison ne se résument pas à un simple engagement militaire. Elles remettent directement en cause les principes humanitaires que nous prétendons défendre. La crise au Liban, aggravée par ces pressions extérieures, exige une approche humanitaire, et pas seulement une optimisation stratégique. Monsieur le Président, honorables délégués, distingués collègues, l'équilibre fragile qui sous-tend les relations internationales dans le paysage géopolitique moderne est constamment remis en question par des facteurs qui transcendent les frontières conventionnelles de la diplomatie et de la sécurité. Aujourd'hui, je me présente devant vous non seulement pour aborder les complexités découlant des tensions dans la région du Levant, mais aussi pour mettre en lumière la relation multiforme entre le Liban et la France, une relation caractérisée depuis longtemps par la solidarité, le respect mutuel et un engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité. Cependant, face à un paysage géopolitique en constante évolution, il est indéniable que l'équilibre fragile entre nos deux nations est mis à l'épreuve, tant par des pressions externes que par des dynamiques internes. Il est particulièrement préoccupant que les défis auxquels le Liban est confronté, conjugués à l'instabilité régionale, soient exacerbés par les menaces sécuritaires persistantes dans les territoires voisins. Ces conflits externes ne sont pas de simples préoccupations lointaines. Ils se répercutent au-delà des frontières du Liban, affectant sa structure politique, son tissu économique et sa cohésion sociale. Dans ce contexte, les actions et les politiques de l'OTAN et de la communauté internationale au sens large, bien qu'indiscutablement cruciales pour la sécurité collective, doivent être abordées avec sensibilité et sensibilité aux spécificités de chaque nation, et en particulier du Liban. L'engagement des puissances et alliances mondiales dans cette région ne doit pas servir de mécanisme susceptible de perturber ou de saper le fragile équilibre que le Liban s'est efforcé de maintenir avec tant de peine. Le Liban, pays qui a longtemps porté le poids de conflits externes et internes, se trouve à la croisée des chemins. Dans sa quête pour reconstruire ses institutions, instaurer la paix et consolider sa souveraineté, le Liban a besoin de plus qu'un simple soutien militaire ou économique, il exige la compréhension et le respect de son contexte historique et culturel unique. Le peuple libanais a beaucoup souffert, et sa résilience ne doit pas être tenue pour acquise. À ce titre, le rôle des acteurs internationaux doit être guidé par le principe de non-ingérence et un engagement sincère en faveur de l'indépendance politique du Liban. Le partenariat croissant entre le Liban et la France est tout aussi important. La France est un allié indéfectible du Liban, non seulement par son aide humanitaire ou son soutien diplomatique, mais aussi par son engagement indéfectible en faveur de la souveraineté et de l'indépendance du pays. Partenaire historique du Liban, la France comprend la complexité de la situation libanaise et s'efforce de relever ces défis avec empathie, sagesse et clairvoyance. Cependant, les récents développements dans la région, notamment ceux impliquant l'OTAN et ses initiatives, ont créé un environnement de plus en plus précaire. L'escalade des interventions militaires extérieures, sous couvert de lutte contre des menaces sécuritaires régionales plus larges, commence à modifier la dynamique du paysage politique interne du Liban. Cela soulève de sérieuses questions quant à l'impact de ces interventions sur la capacité du Liban à maintenir sa neutralité et à prendre des décisions indépendantes sans l'influence de puissances extérieures. La France reste attachée aux principes de paix et de souveraineté, et continue de plaider pour le dialogue et la diplomatie comme principaux outils de résolution des conflits. Nous pensons que l'intervention d'alliances militaires extérieures au Liban, notamment sans consultation directe avec les autorités libanaises, risque d'exacerber les tensions et de compliquer davantage une situation déjà fragile. À cet égard, la France exhorte toutes les parties, et en particulier l'OTAN, à reconnaître que la voie vers la paix et la stabilité au Liban passe par le respect de la souveraineté du Liban, de son droit à l'autodétermination et la préservation de ses processus démocratiques. Toute action menaçant de déstabiliser le Liban, que ce soit par un engagement militaire ou une influence politique, risque non seulement de compromettre les progrès réalisés par le Liban, mais aussi de mettre en péril la stabilité générale de la région. La France appelle la communauté internationale à engager un dialogue constructif avec le Liban, à écouter les préoccupations légitimes de son peuple et de ses dirigeants, et à soutenir les efforts visant à renforcer les institutions démocratiques du pays. La voie à suivre doit être celle du respect mutuel, de la compréhension et de la collaboration, où les intérêts du Liban et de son peuple sont au premier plan de toute initiative internationale. En conclusion, qu'il soit clair que si la complexité de la région exige notre attention collective, nous devons faire preuve de prudence dans nos échanges, dans le respect de la souveraineté des nations et dans le respect du principe selon lequel la paix ne peut être instaurée que lorsque toutes les voix sont entendues et respectées. La France demeure inébranlable dans son soutien au Liban et à son peuple, et nous continuerons d'œuvrer sans relâche pour que les liens entre nos deux nations soient renforcés et non affaiblis. Face aux défis extérieurs, merci. La caméra passe à une retransmission en direct, montrant des images de la résilience du Liban, des paysages vibrants, marqués par les cicatrices du conflit. Dans l'auditoire, un silence s'installe tandis que les diplomates échangent des regards, le visage marqué par la tension. Certains acquiescent,
tandis que d'autres semblent plongés dans leurs pensées, aux prises avec la complexité des propos d'Arsenault. Alors que l'ambassadeur évoque la relation fragile entre le Liban et la France, la vidéo se déplace vers les journalistes au fond de la salle, capturant chaque mot. L'énergie dans la salle est palpable, reflétant l'importance des enjeux de ce discours, où les préoccupations humanitaires se croisent avec la géopolitique du pouvoir. Les dernières notes du discours d'Arsenault persistent dans l'air lorsqu'il conclut. La paix, et non le pouvoir, doit guider nos efforts au Liban. Troisième chaîne de télévision française, le jour de l'information. Dans un contexte politique de plus en plus houleux, le président costaricien Rodrigo Chavez fait désormais face à de graves allégations de corruption, une évolution qui bouleverse le paysage politique national. Ce scandale, centré sur des allégations d'activités illicites impliquant des contrats gouvernementaux et des irrégularités financières, menace de saper la crédibilité des dirigeants du pays. Le président Chavez, qui a pris ses fonctions en mai 2022 avec la promesse de lutter contre la corruption et de restaurer la confiance du public, est désormais empêtré dans une controverse qui a déclenché de vastes manifestations et des appels à sa démission. Les allégations suggèrent que plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement pourraient avoir été impliqués dans un réseau de pots de vin et de transactions financières frauduleuses, trahissant ainsi les principes de transparence et de responsabilité sur lesquels reposait la campagne de Chavez. Alors que les enquêtes sur ce scandale se poursuivent, de nombreux costariciens sont de plus en plus désillusionnés, frustrés par l'échec apparent du gouvernement actuel à tenir ses promesses de réforme. Les dirigeants de l'opposition et les groupes de la société civile sont descendus dans la rue, exigeant que justice soit rendue et que des comptes soient rendus, tout en remettant en question l'intégrité d'un président autrefois perçu comme un outsider réformateur. Malgré la pression croissante, le président Chavez a publiquement nié toutes les accusations, affirmant que les accusations portées contre lui étaient motivées par des considérations politiques. Il s'est engagé à coopérer pleinement à toute enquête, insistant sur le fait que son gouvernement restait attaché à son programme de lutte contre la corruption. Cette crise survient à un moment où le Costa Rica, pays longtemps salué pour sa stabilité et ses institutions démocratiques, se trouve à la croisée des chemins. La manière dont le gouvernement gérera ce scandale sera cruciale non seulement pour l'avenir politique de Chavez, mais aussi pour les efforts plus larges du pays visant à restaurer la confiance dans ses dirigeants et ses institutions. L'issue reste incertaine, tant ses partisans que ses détracteurs retenant leur souffle. Et merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé d'aujourd'hui, ici Mathieu Augustin, je vous quitte. Et le prochain journal télévisé sera à la même heure demain avec Maria Sarkozy, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France.
Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.